Alors qu'il jouait au football, un jeune garçon de ferme a accidentellement envoyé le ballon dans la grange de son père, un endroit strictement interdit. Mais lorsqu'il se glissa à l'intérieur pour le récupérer, ce qu'il trouva caché dans l'ombre du foin fit battre son cœur. Étienne Lefebvre, tout juste 10 ans, essuyait la sueur de son front alors qu'il s'entraînait seul dans la cour poussiéreuse de la ferme familiale isolée en Normandie. Le soleil d'été brûlait la terre, transformant les vastes champs de maïs autour de leur propriété en une mer de vagues dorées. Malgré la chaleur étouffante, Étienne a continué à s'entraîner avec une concentration constante, frappant le ballon de football contre le côté altéré de leur vieille ferme à 2 étages avec une détermination rythmée. Il comptait silencieusement chaque tir réussi. 3, pensa-t-il. Le bruit sourd de la balle frappant le bois était devenu la bande originale officieuse de ces après-midi d'été. Depuis la fenêtre de la cuisine, sa mère, Claire H., l'appelle, sa voix résonnant dans la cour. « Étienne. Je fais de la limonade fraîche. Tu devrais faire une pause avant de t'évanouir par cette chaleur. » Mais Étienne ne s'est pas arrêté. Sans lever les yeux, il a répondu « Encore quelques minutes, maman. » Il s'était fixé un objectif 50 frappes consécutives avant de s'accorder du repos. Le football était plus qu'un jeu. C'était son évasion, la seule chose qui lui faisait se sentir comme un garçon normal, surtout dans un endroit si éloigné des autres enfants. Alors qu'il se préparait pour son 48e coup de pied, il a retiré sa jambe avec plus de force, déterminé à mettre fin à la séquence avec un tir puissant. Mais dès que son pied toucha le ballon, il comprit que quelque chose n'allait vraiment pas. Le ballon s'éloigna très loin de sa trajectoire, s'envolant haut et large avant de s'écraser à travers une fenêtre poussiéreuse de la vieille grange rouge qui se dressait comme une sentinelle à la lisière de leur terrain. Le temps s'est figé. Étienne regardait avec horreur, le cœur battant dans sa poitrine. Le bruit aigu du verre brisé transperça l'air calme comme un coup de feu. Des éclats scintillants pleuvaient sous la lumière du soleil alors qu'il se tenait là, figé sur place. Cette grange était strictement interdite. Son père, François, l'avait dit très clairement. Depuis qu'ils avaient perdu un important contrat d'élevage l'année précédente, la grange était fermée à clé. François a affirmé qu'il était rempli de matériel agricole dangereux, trop dangereux pour être présent. Stupide. Stupide. Stupide, marmonna Étienne, l'esprit en proie à la panique. Son père allait être furieux. Mais il ne pouvait pas laisser le ballon derrière lui. Ce n'était pas seulement un bal, c'était le seul, un cadeau de son oncle pour son anniversaire, offert juste avant son départ. Son père refusait de dépenser un seul centime pour ce qu'il considérait comme des bêtises enfantines. La ferme étant en difficulté, chaque pièce a été comptée. Étienne jeta un coup d'œil vers l'allée. Le soulagement l'envahit. La vieille camionnette n'était toujours pas là. Son père était allé vérifier le système d'irrigation dans le champ nord ce matin-là et ne reviendrait probablement pas avant un moment. Avec précaution, Étienne s'approcha de la grange. Chaque pas suscitait un plus grand malaise. La structure le dominait, sa peinture rouge délavée s'écaillait pour révéler le bois vieilli en dessous. Alors qu'il se rapprochait, quelque chose attira son attention, le grand cadenas de la porte était ouvert. C'était étrange. Son père avait-il oublié de le sécuriser après une inspection? Étienne hésita. Sa main flottait dans les airs, à quelques centimètres de la porte en bois brut. Chaque instinct lui disait de se retourner, d'en parler à sa mère et d'en assumer les conséquences. Mais un autre sentiment l'a poussé à avancer, la curiosité. Prenant une profonde inspiration, il poussa la lourde porte. Il grinça bruyamment, le son transperçant le calme de l'après-midi. À l'intérieur, des ombres masquaient la grange, mais des rayons de soleil filtraient à travers les fissures des murs et la fenêtre récemment brisée, dansant avec la poussière dans l'air. L'air était chargé d'une odeur de foin et de quelque chose d'autre, quelque chose de moisi et d'aigre qu'Étienne n'arrivait pas vraiment à situer. La fraîcheur à l'intérieur contrastait bien avec le soleil de plomb. Ses yeux s'adaptèrent lentement à l'intérieur sombre. Le long d'un mur, de vieilles machines agricoles restaient silencieuses sous de lourdes bâches. Les bottes de foin étaient soigneusement empilées les unes sur les autres. Là, près du centre de la grange, se trouvait sa balle, posée près d'un tas de paille. Le soulagement l'envahit. S'il pouvait simplement l'attraper et s'éclipser sans se faire remarquer, peut-être que personne ne le saurait jamais. Mais ensuite il a vu quelque chose qui l'a fait se figer. Derrière de gros sacs de nourriture pour animaux se trouvait un lit de fortune, un matelas ou une couverture posée sur un tas de paille. Quelqu'un dormait dessus. Une petite fille. Elle semblait avoir environ 6 ans,
vêtue d'une robe rose délavée, désormais trop petite pour sa silhouette mince. Ses cheveux blonds étaient emmêlés et sa peau tachée de saleté. Près de ses pieds se trouvait le ballon d'Étienne. Une poubelle en plastique à côté du lit contenait une bouteille d'eau à moitié vide et les restes de ce qui aurait pu être des sandwichs. Étienne s'avança lentement. Sa peur a fait place à la confusion. Qui était-elle? Que faisait-elle ici? Alors qu'il se rapprochait, le parquet gémit sous son poids. La petite fille bougea. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, écarquillés par la peur. Ils se regardèrent. Elle se recroquevilla sur elle-même, ramenant ses genoux contre sa poitrine, son petit corps tremblant. Ses yeux allaient d'Étienne à la porte de la grange, pesant clairement ses chances de s'enfuir. « Salut » murmura Étienne. « Je m'appelle Étienne. J'habite dans la maison. Comment t'appelles-tu » La fille n'a pas répondu. Elle s'appuya contre le mur, le regard méfiant et silencieux. Étienne recula d'un pas pour lui laisser de l'espace. « Je ne veux pas te faire de mal, dit-il doucement. Es-tu perdu? Pourquoi es-tu dans notre grange? » Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, comme si elle était sur le point de parler. Mais avant qu'elle ait pu dire un mot, un grognement mécanique lointain brisa le silence. Un tracteur. François revenait. La panique s'empare d'Étienne. Son cœur cogna contre ses côtes. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent d'inquiétude et elle serra la fine couverture autour d'elle, se rétrécissant plus profondément dans l'ombre comme si elle essayait de disparaître. À cet instant, Étienne comprit, elle avait peur de son père. Sans réfléchir, il laissa tomber la balle et se précipita vers la porte. Il le referma derrière lui, oubliant dans sa précipitation de reverrouiller le cadenas. Il sprinta quelques pas avant de se forcer à ralentir, essayant d'avoir l'air décontracté, pour cacher l'adrénaline qui montait dans ses veines. Le tracteur de François roulait dans l'allée, un nuage de poussière s'élevant derrière lui. Étienne envisageait de courir vers la maison, mais savait que cela lui paraîtrait suspect. Il resta immobile, se forçant à respirer lentement, même si ses mains tremblaient. Le tracteur s'est arrêté et François est descendu. Son visage, ridé et usé par le soleil, s'assombrit immédiatement de colère. Ses yeux passèrent d'Étienne à la fenêtre brisée de la grange, désormais clairement visible au soleil. « Qu'est-ce que tu crois faire » rugit-il, sa voix grave et tranchante comme une lame. François était un grand homme, aux épaules larges et aux mains rudes, le genre de force bâti après des années de labeur sous le soleil. Il se précipita vers son fils. « Tu sais très bien que tu n'es pas censé être près de cette grange. » Étienne déglutit difficilement. Sa bouche était sèche. Pourtant, il croisa le regard de son père. « Je suis désolé, papa, dit-il. Ma balle est passée par la fenêtre par accident. Mais je ne suis pas allé le chercher. J'ai juste regardé les dégâts. » François plissa les yeux, la suspicion resserrant son expression. Il se tourna vers la vieille porte du hangar de style grec. Le cadenas manquant attira son attention. Sa mâchoire se serra. Se tournant vers Étienne, il dit d'une voix basse et contrôlée, « Je récupère ta balle plus tard. » Il y eut une pause, longue et tendue. « Et vous compenserez le coût de cette fenêtre avec des tâches supplémentaires. » Il se pencha, son visage à quelques centimètres de celui d'Étienne. « Laissez-moi être parfaitement clair. Vous ne devez plus jamais vous approcher de ce hangar. C'est dangereux, produits chimiques, équipements. Vous me comprenez? » « Oui, monsieur, » répondit Étienne, résistant à l'envie de reculer. « Bien, » dit François en se redressant. « Maintenant, va aider ta mère à la maison. » « J'ai du travail, » marmonna Étienne en se détournant. Il pouvait sentir les yeux de son père lui brûler le dos alors qu'il se dirigeait vers la maison. Des questions lui venaient à l'esprit à propos de la petite fille terrifiée qui se cachait dans le hangar mais il savait que ce n'était pas le moment de poser la question. Il se glissa à l'intérieur, les épaules tendues, et se retira dans sa chambre. Il s'assit au bord de son lit, les yeux fixés sur le hangar à travers sa fenêtre. L'image de la petite fille effrayée le hantait, refusant de s'effacer. Le temps passait lentement, chaque minute remplie d'inquiétude et de questions sans réponse, jusqu'à ce que la voix de sa mère résonne dans la cour, l'appelant lui et François à dîner. « François, Étienne. Lavez-vous les mains, le dîner est prêt. » Étienne croisa sa mère avec un bref sourire qui n'atteignit pas vraiment ses yeux. Dans la salle de bain, il se frotta les mains durement, comme s'il pouvait effacer ce qu'il avait vu. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux,
le visage de la petite fille revenait, sale, les yeux écarquillés, tremblants. À table, François mâchait bruyamment, se mettant de la nourriture dans la bouche entre deux plaintes. Le tintement des fourchettes sur les assiettes était le seul autre bruit dans la pièce. Il s'est plaint des prix à la coopérative agricole. 30% de plus que l'été dernier, dit-il en plantant sa fourchette dans un morceau de poulet. C'est du vol, purement et simplement. Comment une ferme familiale est-elle censée survivre quand les grands nous pressent comme des citrons? Claire hocha distraitement la tête. Ses cheveux mêlés de gris étaient tirés en queue de cheval pratique, son visage gravé des rides d'une inquiétude de longue date. Peut-être que les choses s'amélioreront la saison prochaine, proposa-t-elle gentiment. François ricana. Peu probable. Pas avec les banques qui nous écrasent le cou à cause de cette foutue hypothèque. Étienne ne disait rien. Ses pensées étaient toujours dans le hangar, toujours avec la jeune fille. Qui était-elle? Pourquoi se cachait-elle? Et pourquoi craignait-elle son père? Lorsque François se leva pour prendre une autre bière et allumer la télévision, Étienne saisit l'instant. Il se pencha vers sa mère et murmura « Maman, est-ce que j'ai une sœur ?» Claire se figea. L'assiette qu'elle rangeait lui glissa des mains et s'écrasa sur le sol, des éclats de céramique se répandant sur le carrelage. François revint aussitôt, une bière à la main, agacé par le bruit. Et maintenant? Bon sang! Que s'est-il passé? Claire était pâle. Juste un accident, dit-elle rapidement en s'accroupissant pour rassembler les morceaux. J'avais les mains mouillées. Ça a glissé. Le regard de François oscilla entre Claire et Étienne, vif de méfiance. De quoi parliez-vous tous les deux? Rien d'important, répondit rapidement Claire, sa voix légèrement trop haute. Étienne, raconte à ton père ce qui s'est passé à l'école hier. Tu n'as pas eu de présentation? Pris au dépourvu, Étienne cligna des yeux, puis dit « Oui. L'agent Réald est venu nous parler de sécurité. Comment obtenir de l'aide si quelqu'un est en danger et que faire si vous voyez quelque chose d'étrange ?» Le visage de François s'assombrit. C'était juste informatif, ajouta précipitamment Étienne. Mais François écoutait à peine. La mention de la police parut le déstabiliser. Il reporta son attention sur le jeu baseball à la télévision. Puis, tout à coup, il frappa violemment sa paume contre la table, faisant tressaillir Étienne. « J'essaie de regarder le match. Pouvons-nous avoir un peu de silence dans cette maison pour une fois ?» Claire sursauta, puis continua de nettoyer l'assiette cassée, les yeux fixés sur le sol. Personne n'a dit un autre mot. Ils terminèrent le repas dans un silence pesant et inquiet. Après le dîner, François s'affala sur sa chaise avec une énième bière. Le volume de la télévision augmentait à mesure que la soirée avançait. Claire envoie gentiment Étienne faire ses devoirs et prendre une douche. Son regard disait tout, ne mentionnez plus le hangar. De retour dans sa chambre, Étienne s'assit à son bureau. Son livre de mathématiques était ouvert, mais les chiffres n'avaient aucun sens. La réaction de sa mère était plus éloquente que les mots. Elle savait quelque chose. Quelque chose à propos de la fille dans le hangar. Son choc était trop brut, trop réel pour être autre chose. Il essaya d'accomplir ses devoirs, mais ses pensées ne cessaient de dériver vers le hangar, vers les yeux terrifiés de la jeune fille. Quelque chose n'allait pas dans cette maison. Ce n'était pas seulement une question d'argent, de corvée ou de mauvaise récolte. C'était quelque chose de plus sombre. Quelque chose de caché. Plus tard, quand Claire est venue lui dire bonsoir, son sourire semblait avoir été peint. Ses yeux se tournèrent vers le couloir, comme pour se préparer à l'arrivée de François en trombe. « Maman » murmura Étienne en se penchant pour l'embrasser sur le front, à propos de tout à l'heure. « Pas maintenant » l'interrompit-elle doucement. « S'il vous plaît, pas maintenant. » Elle passa doucement ses doigts dans ses cheveux, une touche tendre qui ne correspondait pas à la peur dans ses yeux. « Dors bien. Tout ira bien. » Mais en fermant la porte, Étienne comprit que tout n'allait pas bien. La fille. La peur de sa mère. La colère de son père. Un secret lui était caché peut-être pendant des années. Il était allongé dans son lit, regardant le plafond, la douce lueur de l'éclairage public traversant ses rideaux. L'horloge sur sa table de nuit indiquait 23h15. Mais malgré son épuisement, le sommeil ne venait pas. Le visage de la petite fille flottait dans ses pensées. Ses cheveux blonds emmêlés. Ses yeux écarquillés et hantés. Puis vinrent les voix des voix élevées et colériques venant d'en bas. Ses parents se disputaient à nouveau.
La voix grave et retentissante de François fit trembler le plancher. Les réponses de Claire étaient étouffées, à peine audibles. Étienne tendait l'oreille. De vifs éclats de colère. Quelque chose de lourd. Un cri. Puis silence. Étienne remonta la couverture jusqu'à son menton, le cœur battant. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait des combats comme celui-ci. Mais ce soir, c'était plus inquiétant. Attaché en quelque sorte au hangar. À la fille. Au moment où ses yeux commençaient à se fermer, des pas résonnèrent dans les escaliers. Une porte fermée. La maison redevint silencieuse. Il expira, un léger souffle de soulagement. Mais alors, un autre son. Le grincement de la porte arrière. Le tintement des touches. La curiosité a vaincu la peur. Étienne se glissa hors du lit et se dirigea vers sa fenêtre. De là, il pouvait voir clairement la cour. Le clair de lune baignait la cour d'argent. Le paysage avait l'air d'un autre monde. Il aperçut François titubant vers la grange, une assiette dans une main, une bouteille dans l'autre. Ses pas étaient maladroits, lourds de boisson. La porte de la grange s'ouvrit. Puis fermait. Étienne comptait jusqu'à 60, le cœur battant si fort qu'il risquait de réveiller sa mère. À 60 ans, il prend sa décision. Enfilant ses baskets sans prendre la peine de les attacher, il descendit les escaliers en prenant soin d'éviter la 3e marche. Ça grinçait toujours. La fraîcheur de la nuit était agréable sur la peau d'Étienne alors qu'il se glissait silencieusement dans la cour, enveloppé dans les ombres projetées par le clair de lune. Les grillons gazouillaient dans le silence, leur rythme interrompu seulement par l'appel lointain d'une chouette de Lule. D'habitude, le cœur familier de la campagne lui apportait du réconfort. Mais ce soir, cela n'a fait que rendre la peur en lui plus aiguë, plus immédiate. Prudemment, il s'approcha de la grange. Son cœur battait si fort que cela résonnait dans ses oreilles. De l'intérieur, il pouvait entendre des voix étouffées, la colère brouillée et ivre de son père et le son indubitable de quelqu'un qui pleurait. L'image de la jeune fille lui vint à l'esprit, ses yeux écarquillés de terreur, sa petite silhouette plaquée contre le mur, sans défense. « Tu devrais être reconnaissant », entendit Étienne grogner son père à travers les planches de bois, ses mots déformés par l'alcool. « Personne d'autre ne prendra soin de toi comme ça. Personne ne te cherche plus. » Un léger sanglot s'ensuivit et Étienne sentit quelque chose se serrer douloureusement dans sa poitrine. Il avait envie de faire irruption dans la grange, de crier après son père, d'aider la jeune fille. Mais la peur l'a cloué au sol. François était un homme grand, brutal même sobre, insupportable lorsqu'il était ivre. Étienne recula de la porte, l'esprit tournoyant. Puis, il se souvint de quelque chose que l'agent Renard avait dit lors d'une présentation à l'école. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, parlez-en à un adulte de confiance. Si l'adulte n'écoute pas, appelez le 911. Vous pourriez être la seule personne à pouvoir le sauver. Cette simple pensée le frappa avec clarté. À ce moment-là, Étienne a pris une décision. Il retourna tranquillement à la maison, en faisant attention à ne pas faire de bruit, en passant devant la porte fermée de la chambre de sa mère. Dans la cuisine, le téléphone sans fil reposait sur son support, brillant faiblement dans le noir. Ses mains tremblaient lorsqu'il le ramassa et composa le 911. « Il y a une fille dans notre deuil, murmura-t-il. Je pense qu'elle est blessée. Mon père la garde enfermée. » Il a donné l'adresse, 45 587, route départementale 19, à la sortie de Villers-sur. Puis, craignant le retour de son père, il raccrocha précipitamment. Le cœur battant, il remit le téléphone en place et monta les escaliers jusqu'à sa chambre, 2 marches à la fois. Ignorant le bruit qu'il pourrait faire, il plongea sous la couverture et la tira fermement jusqu'à son menton. L'adrénaline montait dans ses veines. De sa fenêtre, il regardait la grange, attendant. En attendant que son père sorte. Chaque minute qui passait durait comme une heure pendant laquelle Étienne se demandait s'il avait fait la bonne chose. Et si personne ne venait? Et si personne ne le croyait? Et si son père découvrait la vérité? Mais même si la peur le rongeait, il savait qu'il n'aurait pas pu rester silencieux. Cette petite fille avait besoin d'aide. Et il était peut-être le seul à pouvoir l'aider. Finalement, la porte de la grange s'ouvrit en grinçant. Son père sortit, verrouilla solidement la porte, la vérifia 2 fois, puis retourna vers la maison en titubant. Étienne ferma les yeux et ralentit sa respiration, faisant semblant de dormir. Des pas lourds passèrent devant sa chambre.
Dans l'obscurité, Étienne restait immobile, comptant chaque seconde, priant pour que de l'aide arrive avant que son père ne réalise ce qu'il avait fait. Le parquet craquait sous les pas de François alors qu'il se dirigeait vers la chambre. Étienne entendit la porte s'ouvrir et se fermer, puis le grondement sourd de la voix de son père, mêlé au ton doux de sa mère. Puis silence. Toute la ferme tomba dans un silence haletant. Étienne regardait les chiffres rouges de son horloge, 21h56, puis minuit 17. Le temps traînait. Le doute est revenu. Et si la police ne trouvait rien? Son père saurait que quelqu'un avait appelé. Et il ne faudra pas longtemps pour deviner qui. Mais l'image de cette fille aux ses cheveux pâles, la peur dans ses yeux lui vint à nouveau à l'esprit, renforçant sa détermination. Peu importe le prix à payer, il ne pouvait pas la laisser là. À minuit 38, des lumières rouges et bleues brillaient contre les murs de sa chambre, clignotant à travers la fenêtre comme un battement de cœur. Étienne se redressa d'un coup. Les pneus ont craqué sur l'allée en gravier. Une portière de voiture a claqué. Des pas s'approchèrent de la porte d'entrée. Un coup retentit dans la ferme endormie. Il retint son souffle. La voix furieuse de son père s'éleva d'en bas. Qui diable est-ce à cette heure? La voix de sa mère suivit, calme mais ferme. François, s'il te plaît, laisse-moi voir qui c'est. Les coups devinrent plus forts. Étienne ouvrit sa porte et jeta un coup d'œil dans le couloir. Il entendit son père descendre les escaliers à grands pas, marmonnant des injures. La porte s'ouvrit. Une voix grave coupa l'attention. Adjoint Colin, département du shérif de Villers-sur-Mer, désolé de vous déranger si tard. Étienne reconnut le changement de ton de son père faussement poli, dangereux. Le genre de calme qui précède toujours une tempête. Nous avons reçu un appel provenant de cette adresse, a indiqué le député. Un signalement d'une personne en détresse. Je dois vérifier les lieux. François se moqua. C'est ridicule. Ma femme et mon fils sont au lit. Personne n'a appelé. Étienne entendit les pas de sa mère. Est-ce que tout va bien, officier? Elle a demandé. Oui, madame. L'appel venait de cette maison. L'appelant a spécifiquement mentionné votre grange. Il y eut une pause. Tendu, chargé. Étienne voyait presque le sang monter au visage de son père. C'est absurde, aboya François. Il n'y a personne dans cette grange. Juste du matériel. Peut-être que quelqu'un fait une farce. Étienne savait qu'il devait rester au lit. Faites comme s'il ne savait rien. Mais rester là pendant que son père mentait, il ne pouvait pas le faire. Les yeux terrifiés de la jeune fille revinrent vers lui, brillants et inoubliables. Que lui arriverait-il une fois la police partie? Quelque chose en lui a changé. Il a vu clairement le moment. C'était sa chance. Il pourrait rester caché, comme toujours, ou enfin dire la vérité. Ses mains tremblaient alors qu'il repoussait les couvertures. Ses jambes tremblaient, mais chaque pas vers sa porte rendait sa volonté plus forte. La fille n'avait pas de voix. Sa mère avait trop peur. Ce devait être lui. Il entra dans le couloir. De là, il pouvait voir l'adjoint Colin debout à la porte, une main posée nonchalamment près de son étui. François se tenait près de l'escalier, tendu et menaçant. Claire était derrière lui, les bras croisés autour d'elle, pâle sous la lumière du porche. L'adjoint Colin leva les yeux. « Est-ce votre fils ?» il a demandé. François se tourna. Son regard rencontra celui d'Étienne, vif de trahison et de fureur. Étienne le sentait comme une lame, mais il continuait à marcher. « Est-ce que quelqu'un dans cette maison a appelé à l'aide ce soir ?» demanda l'adjoint en scrutant leur visage. Étienne atteint la dernière marche, le cœur battant. Le regard de son père se posa sur lui. Mais il se tenait droit et dit, d'une voix calme mais ferme, « C'était moi. » Étienne entendit des cris venant de l'écurie. Il y avait une fille. Le visage de François s'assombrit. C'était un cauchemar, dit-il rapidement, posant une main lourde sur l'épaule d'Étienne et la serrant avec suffisamment de force pour provoquer de la douleur. Les enfants de son âge ont une imagination débordante. Désolé de vous déranger, officier. Je n'ai pas dormi, insiste Étienne en se dégageant de l'emprise de son père. Je l'ai vu. Le visage de l'agent Colin est resté neutre, mais sa posture a légèrement changé au plus alerte désormais. Est-ce ainsi? Demanda-t-il en croisant les yeux d'Étienne. Il est confus, intervint François d'une voix montante. Il n'y a personne dans notre écurie.
C'est une propriété privée, officier. Si vous n'avez pas de mandat, je vous demande de partir. Colin étudia François un long moment avant de tourner son attention vers Claire. Elle resta figée, ses yeux passant de son mari à son fils. L'air dans la pièce devint lourd, la tension suffisamment épaisse pour se couper. Je comprends votre souci de respect de la vie privée, monsieur Lefebvre, a déclaré calmement l'agent Colin. Mais lorsqu'un mineur prétend que quelqu'un est en danger, je suis légalement obligé d'enquêter. Il propose d'inspecter l'écurie, histoire de rassurer Étienne. Cela ne prendra qu'une minute, dit-il raisonnablement. Alors on peut laisser ça derrière nous? Absolument pas, a lancé François en croisant les bras. C'est une propriété privée. Vous avez besoin d'un mandat pour fouiller mes immeubles. Le policier a observé la dynamique familiale avec un œil professionnel. Il remarqua à quel point Claire tressaillit lorsque François éleva la voix. Alors qu'elle écartait les cheveux de son visage, sa manche remonta, révélant des bleus autour de son poignet et des marques profondes et violacées en forme de doigts. Le regard de Colin s'attarda sur les bleus avant de revenir au visage durci de François. « Monsieur Lefebvre, dit-il d'un ton neutre, je comprends votre inquiétude, mais comme je l'ai dit, lorsqu'un mineur signale un danger potentiel, cela devient non négociable. Il faut enquêter. Mon fils a fait un cauchemar, a insisté François, le ton tendu. Il somnambule parfois. Claire regarda le sol. Il a déjà fait des cauchemars, dit-elle doucement, sans confirmer ni infirmer les affirmations de François. Colin hocha lentement la tête. Voici la situation, j'ai reçu un rapport qui nécessite des documents. Si nous ne pouvons pas confirmer que personne ne se trouve dans ce hangar, je devrais le signaler comme un chèque d'aide sociale non résolu. Cela signifie une visite de suivi des services de protection de l'enfance. L'évocation du CPS a visiblement ébranlé François. Son visage rougit d'un mélange de rage et de peur. Des services de protection? C'est absurde. Nous sommes de bons parents, intervint Claire. Mais sa voix était plate, ses yeux toujours fixés sur le sol. Je vous crois, répondit l'officier d'un ton ferme. C'est pourquoi je propose une solution simple, une inspection rapide du hangar. Pas de paperasse, pas de suivi. Je pars. C'est tout. La mâchoire de François se serra. Il est minuit passé, protesta-t-il. Le hangar est verrouillé. Je dois trouver la clé. Je ne suis pas pressé, dit froidement Colin, contrastant fortement avec l'hostilité croissante de François. Étienne regardait l'échange, le cœur battant. Il voyait son père essayer de trouver une issue, et pendant un instant, il craignit que cela puisse fonctionner. Que arriverait-il à la fille s'il partait? Que arriverait-il à lui et à sa mère? Colin jeta un coup d'œil vers la porte. Ses yeux perçants aperçurent de la boue fraîche sur les bottes de François ou le même chemin que le chemin boueux menant au hangar, malgré le déni antérieur de François. « Ce sont tes bottes de travail » demanda-t-il en hochant la tête vers eux. François suivit son regard. « Oui. Ils sont neufs. Je viens de vérifier le matériel. C'est tout ce qu'il y a dans le hangar, du matériel agricole. » L'officier parlait lentement, délibérément. « Monsieur Lefebvre, votre fils a fait un reportage précis sur une jeune fille dans le hangar. Il maintient son récit. Je vois des traces récentes. Votre femme a des bleus qui ressemblent à des empreintes digitales. Vous refusez un contrôle sanitaire qui dure 5 minutes. » Le visage de François se tordit. « De quoi m'accusez-vous » aboya-t-il. « Rien, répondit calmement Colin. J'explique juste pourquoi je ne peux pas partir sans regarder à l'intérieur. Nous pouvons le faire ensemble, ou je peux appeler des renforts et obtenir un mandat. » Il laissa à François un moment de réflexion. « C'est à toi de choisir. Mais d'une manière ou d'une autre, je vérifie ce hangar ce soir. » Claire restait figée. Ses yeux se tournèrent entre son mari et son fils. Étienne pouvait voir la guerre en elle ou des années d'obéissance se heurtant à son instinct de protection. Les poings de François se serrent. « C'est du harcèlement. Je vais porter plainte. » « C'est votre droit, a répondu l'officier. Mais pour l'instant, je dois vérifier le hangar. Il attrapa sa radio. À cette vue, l'attitude de François changea à nouveau, un calme étrange l'envahit. « Très bien, dit-il en coupant la transmission. Allons voir ce foutu hangar. Tu verras que c'est juste l'imagination de mon fils. » Colin a mis fin à son appel et a fait signe vers la porte. « Après vous, monsieur Lefebvre. »
François a sorti une lampe de poche du tiroir de la cuisine et s'est précipité dehors. L'officier le suivit à distance prudente. Étienne tente de le suivre, mais Claire lui saisit le bras. « Reste ici, murmura-t-elle, la poigne serrée. Je dois leur montrer où elle est, a insisté Étienne. Colin a entendu. Le garçon devrait venir. Il peut me montrer exactement où. Claire relâcha lentement la main d'Étienne, qui courut rejoindre l'officier, se tenant près de lui et loin de son père. La nuit était calme, interrompue seulement par le craquement du gravier et le cri d'un oiseau solitaire. Alors qu'ils approchaient du hangar, François tripotait lentement la serrure. « Vous voyez ? C'est verrouillé. Personne ne peut entrer ou sortir, a-t-il dit. Ouvrez-le, s'il vous plaît, dit fermement Colin, sa patience s'amenuisant. François a calé. Ce foutu truc est bloqué, marmonna-t-il en fouillant la clé. Monsieur Lefebvre, j'ai besoin que cette serrure soit ouverte maintenant. Du coup, François change de tactique. Tu sais quoi? J'en ai fini avec ces conneries. Ceci est ma propriété. Je n'accepte pas cette fouille. Il sortit la clé et se tourna vers le policier. Obtenez un mandat. Sur la base du rapport de votre fils, des preuves matérielles et de votre résistance, je pense que quelqu'un pourrait être en danger. Je n'ai pas besoin d'un mandat pour assurer la sécurité de quelqu'un, a répondu Colin en attrapant sa radio. S'il vous plaît, éloignez-vous de la porte. Le visage de François se tordit de rage et de peur. Soudain, il se précipita vers le hangar. Colin a réagi instantanément. Il a attrapé François, profitant de son élan pour le jeter au sol, l'a plaqué et l'a menotté. François Lefebvre, vous faites obstruction à une enquête policière, dit calmement Colin. Reste couché et mets tes mains derrière ton dos. Avec François retenu, injuriant et menaçant de poursuite, Claire sort de l'ombre. En le regardant par terre, quelque chose bougea en elle. Les années de peur ont cédé la place à la résolution. Elle s'avança, palme et stable. Fouillant dans la poche de François, elle en sortit une petite clé et la tendit à l'officier. C'est la clé, dit-elle, la voix tremblante. Il y a quelqu'un là-dedans. Une fille. François l'a ramenée, il y a 3 ans. Tais-toi, Claire, a crié François. Ça suffit, l'interrompit Colin en fixant les menottes. Madame, êtes-vous en train de me dire qu'il y a vraiment quelqu'un à l'intérieur? Claire hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je voulais l'aider. Mais il a dit qu'il nous tuerait si je parlais. Il a dit que personne ne me croirait. François n'arrêtait pas de crier, mais sa voix était silencieuse tandis que Colin le traînait jusqu'au poteau et le plaquait à nouveau. Répartiteur, ici le département Colin. J'ai besoin d'une assistance immédiate au 4587 15-19. Enlèvement possible d'un mineur. Le suspect est en garde à vue, scène non sécurisée. Demande de renfort et d'ambulance. La radio crépita une confirmation. La main de Claire trembla lorsqu'elle passa la clé à l'officier. Étienne tendit la main à sa mère. Elle l'agrippa fermement, lui tirant du courage. Quelques minutes plus tard, 2 autres voitures de patrouille sont arrivées. Leurs lumières clignotaient silencieusement. Les agents ont sécurisé François pendant que Colin et un partenaire s'approchaient du hangar avec des lampes de poche. Restez avec l'officier Martinez, ordonna Colin, faisant un signe de tête à une officier de sexe féminin. Étienne se tenait à la porte, une main sur l'épaule de sa mère. Ils attendirent, le souffle retenu. La porte du hangar s'ouvrit en grinçant. La lumière s'est répandue dans l'obscurité. Le silence s'étira. Puis vint la voix de Colin à la radio, pleine d'émotion. Répartiteur, ici Colin. Nous avons besoin d'une ambulance immédiatement. Ils avaient une jeune fille fragile, sous-alimentée, âgée de 5 à 7 ans au maximum et qui avait clairement besoin de soins médicaux urgents. L'officier se tourna vers Claire H. et Étienne, l'air sérieux et lourd d'implication. Madame, dit-il gravement, nous avons trouvé une jeune fille correspondant à la description d'Emma Villard, disparue depuis 3 ans, depuis la fête foraine d'il y a 2 ans. Le souffle de Claire se coupa. Au moment où ces mots tombèrent, son sang-froid se brisa. Les larmes coulèrent sur ses joues alors que ses jambes cédèrent sous elle, et elle s'effondra au sol dans une tempête de chagrin et de choc. L'agent Martinez s'est précipité à ses côtés, essayant de soutenir son corps tremblant alors qu'elle pleurait de manière incontrôlable. Je connais Emma depuis presque 2 ans, a-t-elle avoué entre 2 sanglots haletants.
Je l'ai trouvée alors que François était absent à une vente aux enchères de matériel. Elle était si maigre, tellement terrifiée. J'ai commencé à lui glisser de la nourriture en cachette, parfois des vêtements propres aussi. Sa voix se brisa d'émotion alors qu'elle racontait ce souvenir obsédant. François, il a dit qu'il nous tuerait, moi et Étienne, si jamais je disais un mot. Il a menacé de blesser Emma si j'essayais de l'aider à s'enfuir. Le département conne s'agenouilla doucement à côté d'elle. Madame Lefebvre, avez-vous déjà essayé de demander de l'aide à quelqu'un? Claire secoua lentement la tête, essuyant ses larmes de ses mains tremblantes. Une fois, j'ai appelé le bureau du shérif, murmura-t-elle. Mais François l'a découvert. Cette nuit-là, il m'a tellement battu que je n'ai pas pu marcher pendant des jours. Et puis il a dit que la prochaine fois, ce ne serait pas moi, ce serait Étienne. Sa voix s'est évanouie. Ses yeux se tournèrent vers son fils, puis se détournèrent rapidement, consumés par la honte et la peur. J'avais tellement peur après ça. Étienne restait assis en silence, chaque mot le frappant comme un marteau. Pendant des années, il avait considéré la cruauté de son père comme une simple sévérité, mais maintenant, toute l'ampleur de ce qui s'était passé dans leur maison se révélait devant lui. Son père n'était pas seulement dur. C'était un monstre, caché à la vue de tous. « Êtes-vous tous les deux en sécurité maintenant ?» demanda doucement le département Colin, sa voix étant un baume de calme et de réconfort. « Vous l'êtes. Il ne pourra plus vous faire de mal. » Quelques instants plus tard, les médecins sont entrés dans la grange et en sont ressortis en portant Emma sur un petit tabouret en bois. Étienne aperçut son visage pâle et fragile tandis qu'on la transférait doucement dans l'ambulance. Malgré sa faiblesse, elle tourna légèrement la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent et, à cet instant fugace, il vit à la fois la peur et la gratitude se refléter dans son regard juste avant la fermeture des portes de l'ambulance. La ferme était désormais une véritable scène de crime. Des voitures de police bordaient la propriété, leurs feux rouges et bleus dessinant d'étranges stries dans la cour. François a été menotté à l'arrière d'une voiture de patrouille, ses divagations étant désormais étouffées par des vitres épaisses et de l'acier froid. Les agents se déplaçaient rapidement et méthodiquement, certains photographiant la grange, d'autres balayant la maison avec la permission discrète de Claire. À l'intérieur, le rayon Colin a reconduit Claire et Étienne jusqu'à leur cuisine. La table familiale autrefois familière avait été transformée en poste de commandement de fortune, couvert de bloc-notes, de microphones et de déclarations. D'autres agents sont arrivés, y compris des détectives centraux du comté. Parmi eux, une femme nommée Ramirez s'est assise en face de Claire. Sa présence était constante, compatissante, mais professionnelle. « Madame Lefebvre, dit-elle, je sais que c'est difficile. Mais j'ai besoin que vous me disiez tout ce que vous savez sur la façon dont Emma Villard s'est retrouvée dans votre grange. » Claire regardait sa tasse de thé intacte, ses mains étroitement enroulées autour comme si cela pouvait l'ancrer dans le présent. C'était après la fête foraine, il y a 3 ans. François est rentré tard ce soir-là et m'a dit qu'il avait aidé un ami avec un problème de voiture. Il était nerveux. Au début, je n'y ai pas beaucoup pensé. Elle fit une pause, déglutissant difficilement. Le lendemain, les informations ont fait état d'un enfant disparu de la foire. Je n'ai pas fait le lien. François a commencé à passer plus de temps dans la grange. Il a dit qu'il réorganisait l'équipement. Il a mis une serrure sur la porte et a toujours gardé la clé avec lui. Je pensais qu'il buvait juste et je ne voulais pas que je le voie. Quand as-tu découvert Emma? Demanda gentiment Ramirez. Environ 1 an après sa disparition. François était parti passer la nuit à Oma pour une autre vente d'équipement. J'avais besoin d'outils dans la grange et j'ai trouvé une clé de rechange. Les yeux de Claire s'éclairèrent à nouveau. Elle était si petite, si effrayée. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Emma. Elle a dit qu'un homme l'avait trouvée perdue à la foire et avait promis de l'emmener chez ses parents, mais à la place, il l'avait amenée ici. Étienne était assis tranquillement au bout de la table, faisant ses propres déclarations à un autre officier, chaque mot pesant plus lourd que le précédent. « Pourquoi ne l'as-tu pas aidé à s'échapper alors ?» La question de Ramirez était calme, mais perçante. « Je le voulais, » murmura Claire, la voix brisée. « Je lui ai promis de le faire. Mais quand François est revenu, il a découvert que j'étais dans la grange. » Elle jeta de nouveau un coup d'œil à Étienne, plus doux cette fois. « Cette nuit-là, il m'a fait très mal. Il a dit qu'il tuerait Emma, puis Étienne, puis moi. Je l'ai cru. On ne sait pas comment il est quand il est en colère. Après ça, j'ai juste essayé de la garder en vie.
Quand il faisait froid, j'ai laissé de la nourriture, des bouteilles d'eau, des couvertures. C'était tout ce que je pouvais faire. À mesure que l'aube se levait sur les champs, le dossier contre François s'approfondissait. Un officier a expliqué qu'Emma Villard avait disparu de la foire du comté 3 ans auparavant, déclenchant l'un des mystères les plus effrayants de l'histoire du village. Son visage était affiché sur des affiches de personnes disparues depuis des années et ses parents n'ont jamais perdu espoir. D'après le témoignage de Claire, dit sombrement l'officier, François a trouvé Emma perdue aux abords du champ de foire, puis l'a ramenée à la ferme. Au lieu de la rendre à sa famille, il l'a enfermée dans la grange et l'a soumise à des abus continus pendant que toute la communauté la cherchait. François a été officiellement arrêté et accusé d'enlèvement, de détention illégale et de voies de fait graves. Lorsque la voiture de patrouille qui le transportait disparut dans la longue allée de terre, Claire sembla se rétrécir sur son siège, comme si des années de silence, de peur et de poids émotionnels s'étaient finalement effondrés sur ses épaules. Un avocat chargé des droits des victimes est rapidement arrivé et une femme aimable qui s'est assise à côté de Claire et lui a gentiment expliqué le soutien désormais disponible, ressources juridiques, conseils, options de logement si nécessaire. Il y a beaucoup de choses à assimiler, dit-elle, mais vous n'êtes pas obligé d'y faire face seul. Étienne a également donné son récit. Il a raconté comment il était entré dans la grange à la recherche de son ballon de football, comment il avait vu Emma, comment il avait vu son père se faufiler dans la grange tard dans la nuit et comment il avait finalement appelé le 911. Les agents ont loué son courage, mais pour Étienne, les mots semblaient creux. Rien ne pouvait défaire ce qui s'était passé. En milieu de matinée, ils reçurent des nouvelles de l'hôpital. Emma s'était stabilisée. Elle souffrait de malnutrition sévère et montrait des signes d'accouchement prolongé, mais les médecins pensaient qu'elle se rétablirait physiquement. Ses parents avaient été informés et étaient en route ou des retrouvailles en préparation depuis 3 ans. « Est-ce qu'Emma va aller bien ?» demanda doucement Étienne dans la cuisine bondée. Un officier a répondu en choisissant ses mots avec soin. « Physiquement, oui, avec des soins appropriés. Émotionnellement, cela prendra du temps. Mais elle a quelque chose de très puissant pour elle, des parents qui n'ont jamais arrêté de la chercher. » Finalement, la plupart des officiers sont partis. Seul le département de Colin et le défenseur des droits des victimes sont restés. Les policiers ont trouvé Étienne assis dehors sur le porche, enveloppé dans une couverture, regardant la dernière voiture de police disparaître. L'air du matin sentait la rosée et la pluie lointaine. Le service de Colin s'agenouilla à la hauteur des yeux d'Étienne, le visage sérieux mais chaleureux. « Étienne, ce que tu as fait hier soir, appeler à l'aide, c'était courageux. C'était la bonne chose. La plupart des adultes n'auraient pas eu ton courage. » Étienne baissa les yeux. « J'aurais dû appeler plus tôt, quand je l'ai vue avec elle. »« Vous avez agi quand cela comptait, » répondit gentiment l'officier. « À cause de toi, Emma rentre à la maison. Tu es un héros, mon fils. » Claire les rejoignit. Ses yeux étaient rouges, mais son regard était désormais plus stable. Elle serra Étienne très fort dans ses bras. « Tu as fait preuve de plus de courage que je n'en aurais jamais pu, murmura-t-elle. Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir protégé plus tôt. Avais-tu aussi peur, maman ? Demanda Étienne, sa jeune voix portant une profondeur bien au-delà de son âge. Nous l'étions tous, a-t-elle admis. Le service de Colin leur a donné un moment seul, puis a gentiment rappelé à Claire qu'elle devrait venir au commissariat pour faire sa déclaration officielle. Le procureur voulait également la rencontrer. Nous y serons, dit-elle en posant la main sur l'épaule d'Étienne. Quoi qu'il en coûte. Il ne fera plus jamais de mal à personne. Plus tard, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le calme du porche, le soleil du matin montait plus haut dans le ciel. L'enregistrement de la scène de crime flottait à l'orée de la propriété. Le hangar rouge se profilait au loin n'était plus seulement un bâtiment, mais un symbole de secret dévoilé. « Que faisons-nous maintenant » demanda Étienne. Claire inspira profondément. « Maintenant, nous guérissons, dit-elle. Ensemble et nous veillons à ce qu'Emma puisse guérir aussi, avec sa famille. » Pour la première fois depuis des années, Étienne ressentait un léger sentiment de paix. Il y aurait des épreuves, des thérapies, des questions difficiles. Mais la vérité avait refait surface et avec elle, la fragile promesse de quelque chose de nouveau. À mesure que la journée avançait, le soleil illuminait toute la ferme. Les ombres semblaient reculer. La grange rouge, autrefois menaçante, semblait désormais plus légère. Impuissant. Et même si la fatigue s'accrochait encore à son corps, Étienne sentit un fardeau s'alléger.
Le poids du silence avait été brisé. Claire se tenait à côté de lui. Pendant tout ce temps, murmura-t-elle, je me disais que je te protégeais, mais tu étais la plus courageuse. Tu as été courageux aussi, répondit Étienne. Vous leur avez donné la clé. Vous avez dit la vérité. Elle sourit et passa son bras autour de son épaule. De retour à l'intérieur, Claire regarda la table de la cuisine, toujours jonchée de tasses à café vides, de documents et d'enregistreurs. Habituellement, elle nettoyait. Mais pas aujourd'hui. Cela peut attendre, dit-elle. Nous avons besoin de dormir. Alors qu'ils montaient les escaliers ensemble, Claire s'arrêta devant la porte de sa chambre. Je suis fière de toi, murmura-t-elle. Tout va être différent maintenant. Étienne ferma les rideaux et se glissa dans le lit, toujours habillé. Il pensa à Emma. Il espérait qu'elle allait bien. Il se demandait ce qu'ils allaient devenir tous. L'avenir s'étendait incertain, mais plus terrifiant. Tandis que le sommeil le réclamait, sa dernière pensée fut pour ses yeux et le faible espoir qu'un jour, après tout, il pourrait la revoir. Pas en tant que victime. Mais en tant que fille avec une vie et un avenir, elle est enfin revenue. Dehors, le hangar rouge restait silencieux. Le football qui a tout déclenché était toujours dans le coin un symbole de changement, de vérité découverte. Et dans un monde à jamais modifié, la guérison avait enfin commencé.